Ça ne vous est jamais arrivé, dans les dîners ou quand vous faites des rencontres, que la première chose qu'on vous demande, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» ou « T'as fait quoi comme école ?» Alors, en fonction de ce que vous allez répondre, Sciences Po, HEC, CAP coiffure, BTS comptable, on va vous mettre dans une case. On va se focaliser sur une orientation que vous avez faite à 18 ans. Alors que ce choix, finalement, n'était pas forcément le vôtre. Ça pouvait être le choix d'un parent, le résultat de votre scolarité, de votre milieu social. Parfois, vous êtes sur un chemin qui ne vous appartient pas. Moi, j'adorerais qu'on me demande dans ces dîners « Mais au fait, qui es-tu ? À quoi rêves-tu ? Où chemines-tu ? Comment danses-tu avec la vie ?» J'adorerais qu'on me demande « Qu'est-ce qui te met en joie ?» Et j'adorerais pouvoir répondre « Moi, je m'appelle Valérie, j'ai 35 ans. Je suis vivante. Je suis moi. Et je peux vous dire que c'est déjà un boulot à plein temps. Je ne sais rien faire d'autre que d'être viscéralement moi-même. Ce que l'on fait ne nous définit pas vraiment. Est-ce que vous savez que le mot métier vient de l'expression ministère mystérieux ? Notre être au monde, notre mission de vie est un mystère. Et on a une vie pour l'explorer. Alors, mon métier, c'est ça. Alors non, je ne cours pas dans les rues, quoique. Non, mon métier, c'est plutôt d'être un peu comme un chat. D'être libre, autonome, à la fois ancré et en mouvement. Mon métier, c'est de développer mon sixième sens, de guetter les signes du moment présent comme on guette une proie, d'être adaptable, de toujours retomber sur mes pattes. Et ce métier, ça s'appelle freelifeuse, qui vient donc de l'expression free life, vie libre. C'est un terme qui a été inventé par René Duringer de l'Observatoire des nouvelles tendances et qui a vu derrière les freelifers un véritable phénomène de société. Il y a 9 ans, donc, j'ai décidé d'être une freelifeuse. J'ai eu envie, j'ai voulu vivre en accord avec mes valeurs, avec mon rythme, avec ma sensibilité, avec ma créativité. J'ai voulu libérer mes identités multiples. Je voulais me connecter avec ma nature profonde. Parce que la vocation du freelifer, c'est de persévérer dans son être. Le fameux connaît tous de Spinoza. Du coup, j'ai accepté cet appel. J'ai accepté cet appel intérieur vers la grande aventure d'être moi. Alors vous allez me dire, dis donc Valérie, mais c'est pas un peu égocentrique comme choix, c'est pas un peu risqué ? Alors oui, c'est assez risqué. Au début, votre famille, vos proches, vos amis ne vous comprennent pas forcément, ils ne vous soutiennent pas. En fait, vous les sortez un peu de leur zone de confort. Et puis surtout, peut-être ils projettent en vous leur propre peur. Pourtant, il n'y a rien de plus altruiste que d'être soi-même. Il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre à vivre ensemble que d'abord d'apprendre à vivre avec soi. Alors pour devenir une freelifeuse, je me suis affranchie de mon milieu, de mon éducation. Je me suis affranchie de ma religion. Je me suis affranchie des partis politiques, des institutions, des dogmes. Je me suis affranchie de ce que la société industrielle et l'école attendaient de moi. Et paradoxalement, je n'ai jamais autant été spirituelle et citoyenne. J'ai voulu suivre le lapin blanc comme dans Alice au pays des merveilles. Je voulais être suffisamment folle pour provoquer l'avenir. Je voulais que la réalité ait du génie. Je ne voulais plus perdre ma vie à la gagner.
Alors, je suis donc devenue auteur de ma vie, au sens propre comme au sens figuré. Je suis passée de petit soldat du journalisme à créatrice de mon quotidien. J'écris. Alors, donc, j'ai cofondé un magazine, j'ai été conseillère politique, j'écris donc des chroniques personnelles, j'écris à la première personne, j'ai fait une série de documentaires sur la société post-carbone. Peu importe en fait, pourquoi vouloir à tout prix se mettre dans une case? C'est l'ego qui cherche une identité. L'important en fait, c'est que mon élan professionnel soit aligné avec mon élan de vie. Mon élan à moi, c'est de cartographier le monde de demain à l'aune de mon regard, de mon expérience, de ma sensibilité d'optimiste. J'explore la vie et je danse avec. Je raconte les changements individuels et collectifs. Ce que je suis se confond avec ce que je fais. Je ressens, j'explore, je vois et je le raconte. Et ce, pour être toujours cohérente. Enfin, j'essaye. Donc, le jeu JE devient un jeu JEU, un voyage initiatique, un roman d'aventure, une histoire où tout devient possible, une occasion de tenter le tout pour le tout, de se jeter corps et âme dans la vie. J'ai toujours hâte de connaître la suite, je suis gourmande de rencontres. J'aime quand les événements s'enchaînent comme dans un film. Tous les chemins sont bons du moment que c'est moi qui les ai choisis. L'important, c'est de savourer ce chemin. Mon but, c'est de vivre la vie avec panache, d'écrire ma propre histoire du moment que c'est moi qui remporte le premier rôle. Mais alors, vous allez me demander, comment on devient auteur de sa vie ? Alors, tout d'abord, en se simplifiant la vie. Si la vie est comme un jeu, les règles peuvent être simples. Donc déjà, essayez autant que faire se peut d'être davantage dans l'être que l'avoir. Essayez d'embrasser la vie, de l'accueillir comme elle vient avec humilité. Être ancré dans le moment présent. À bord du train de vie d'une freelifeuse, les lieux, les événements s'enchaînent au gré du hasard et du moment présent. Tout est là. D'ailleurs, en anglais, present, ça veut dire un cadeau. Donc, moi, je suis riche, en fait, de mes rencontres, des gens qui m'entourent, de ma créativité, de mon imagination. Je suis riche des ressources qui sont à l'intérieur de moi, de ma capacité à toujours trouver des solutions. Alors, j'ai aussi un autre instrument pour devenir auteur de ma vie, c'est mon rapport au temps. J'ai ce qu'on appelle une slow life. Donc j'insuffle du temps, par exemple, à mon intériorité. J'insuffle du temps dans mon rapport aux autres, dans ma manière de m'investir dans la vie de la cité. Et puis, j'apprends à me connecter à mes sens, à mon intuition. J'essaye d'être un petit peu moins dans mon cerveau gauche, alors le cerveau gauche qui est plus le cerveau de l'analyse, du rationnel, pour passer à mon cerveau droit. Le cerveau droit, c'est le côté beaucoup plus instinctif, plus animal, plus intuitif. Et puis, j'apprends aussi, j'essaye d'être bienveillante, car c'est en donnant qu'on reçoit. Et surtout, j'essaye de ne pas confondre autonomie et autosuffisance, parce que le jeu est toujours ancré dans un nous. Et puis, dans cette aventure, je cherche aussi à renouer, comme je peux, avec cette petite fille. Cette petite fille, c'est moi. Bon, comme vous pouvez voir, il y avait déjà un peu une tentative d'enfermement par la société. Et donc cette petite fille,
elle a très vite été rattrapée par le système éducatif, par un statut de première de classe, ce qui est parfois une maudite chance. Pourquoi ? Parce que mon ego, au fur et à mesure de mon parcours scolaire et de mes études, s'est un peu glissé dans cette identité. J'avais l'illusion qu'en étant première de classe, peut-être que je me ferais davantage aimer. Et pourtant, cette identité, dans le fond, elle m'a un peu éloignée de moi. Elle m'a un peu éloignée de cette petite fille qui dansait à la fin des repas de famille, qui écrivait, qui rêvait, qui créait, et qui rêvait d'être une artiste, comme dans la chanson. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à désapprendre pour réapprendre à être moi, à être cette petite fille. Au fur et à mesure de cette reconversion à soi, je n'ai jamais été seule. Je ne suis jamais seule. J'ai rencontré énormément de gens, des libertaires, des affranchis, des nomades, des auteurs de leurs propres légendes, des joueurs de poker, des intellectuels, des artistes, des musiciens, des magiciens, des réparateurs de machines à laver le linge. Que ce soit la boulangère, le chauffeur de taxi, que ce soit un message publicitaire, un livre qui me tombe sous la main, tout est porteur d'un message, tout est source d'inspiration. Tout me nourrit. Je suis la somme de toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Elles m'ont indiqué toutes sortes d'outils, toutes sortes de pratiques pour apprendre à être vivante, pour apprendre à déconnecter du mental, à lâcher un peu cette première de classe. Parmi ces outils, j'ai testé la communication non violente, j'ai testé le tantra, j'ai testé la permaculture humaine, j'ai testé la danse des 5 rythmes, j'ai testé le flamenco, j'ai testé le yoga, la méditation. Tous ces outils m'ont appris à équilibrer ma part féminine et ma part masculine, à aligner mon corps, mon cœur et mon esprit, à identifier mes colères, mes incohérences, mes contradictions, à faire la paix en moi pour faire la paix avec les autres. Mais l'outil qui, pour moi, reste la meilleure école est le tango. Pourquoi le tango ? Et surtout dans ce cadre de vivre ensemble, parce que le tango, c'est une danse qui se danse à deux. Et donc, à travers ce couple, il y a un effet miroir. Et cette danse, elle est là pour nous apprendre à savoir qui nous sommes. Quels sont les éléments de nous-mêmes qu'il reste encore à travailler ? Alors aussi, on apprend à être dans son axe, à être aligné, à savoir respecter son espace. On apprend à s'abandonner à l'inconnu. On apprend aussi à ne pas trop fusionner. Et puis, on apprend à marcher ensemble dans le chaos de la milonga, qui est le bal de tango. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Cet été, j'étais à un festival de tango en Sicile et je prenais des cours de tango avec un professeur qui s'appelait Joey Corbata. Et donc, pendant le cours, il m'observe et il s'approche de moi. Il me pose la main sur le cœur, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Valérie, je ne te connais pas, mais en t'observant, j'ai l'impression que t'as peur de mal faire. » Et que t'as un peu mal aux pieds. J'ai l'impression que t'as peur de mal faire. Mon professeur, Joey Corbata, avait décelé en moi ce syndrome de première de la classe, que je pensais pourtant avoir réglé. C'est incroyable comme le corps ne ment jamais. Et puis, il a poursuivi, il m'a dit « Valérie, la danse est là pour te libérer de tes conditionnements sociaux, familiaux, professionnels. Impose-toi, cherche ta liberté, occupe ton espace et n'oublie jamais. Ne fais jamais ce que l'autre attend de toi. » Sa phrase, ce précieux conseil,
m'a rappelé une citation de René Char qui m'a suivie pendant tout mon parcours, que vous connaissez peut-être. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Alors vous allez me dire, tout ça est bien joli Valérie, ça a l'air un peu bisounours ton truc, mais dans ce chemin-là, il y a quand même des doutes, il y a quand même des peurs, des obstacles. Et oui, effectivement, tout saut dans l'inconnu vient réveiller nos démons intérieurs, vient réveiller des peurs archaïques. On rencontre des dragons, comme on dit dans le voyage du héros. C'est une métamorphose, l'aventure d'être soi, c'est une mue. Il y a un moment donné où on est un peu tout nu, il y a une perte de repères. Il faut beaucoup d'amour en soi et de confiance en soi pour empâter, pour embrasser notre ego et notre petit saboteur intérieur qui nous parle, vous savez, cette petite voix, ce petit chacal qui nous dit « tu n'y arriveras jamais, mais qui es-tu pour te croire différente des autres ? Pourquoi tu as toujours été une rêveuse, mais pourquoi tu ne rentres pas une bonne fois pour toutes dans le système ?» C'est pas grave. Cette petite voix, on peut l'accueillir pour qu'elle transmute avec nous. Sous un nœud se cache toujours un trésor. C'est de loin l'étape la plus importante. Car une de nos missions de vie, c'est de réussir à dépasser ce que nous n'arrivons pas à faire. Comme parfois tout simplement pardonner un proche qui ne nous a pas soutenus. J'apprends à danser avec le chaos. Et c'est en accueillant ma vulnérabilité que la magie opère. La magie, c'est aussi l'âme qui agit, la magie. Et donc, je me retrouve un peu à mi-chemin entre ma puissance créatrice et l'humilité, la vulnérabilité face aux événements. Car effectivement, j'ai appris dans ce chemin qu'il ne fallait pas forcément confondre la puissance et la toute-puissance. Je ne contrôle pas tout. Alors, dans ce chemin, si je suis alignée avec mon essence, avec mon cœur, je peux être en mesure d'être en sécurité, malgré mes peurs. Je peux révéler ma puissance. Je peux être dans l'abondance que je co-crée avec la vie et avec les autres. C'est peut-être comme ça qu'on apprend à vivre ensemble. Parce que chaque être humain est unique. Il est unique et en même temps, il est dans un écosystème. On n'est pas séparés. Et c'est peut-être comme ça qu'on arrive à passer du pouvoir à la puissance, de l'individualisme à l'altruisme, de l'ego au cœur. Alors, prenez votre plume et coécrivez le livre de votre vie. Parce que si chacun de nous écrit sa légende, alors ensemble, nous pourrons engendrer notre époque. Je vous remercie.